Donc, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis Pierre, je serai votre médiateur pour cette conférence. Donc, merci à tous les participants pour votre présence à cette conférence du printemps de l'histoire-géographie qui a pour titre Pêcheurs et criminels, la juridiction ordinaire de l'Église médiévale à la fin du Moyen Âge. Donc, je demande tout d'abord à tous les participants de laisser vos caméras et vos micros éteints pour profiter d'un maximum de débit et pour que la conférence ne subisse pas l'interférence, puisqu'elle est filmée. Donc, ce printemps d'histoire-géographie est organisé par l'association nancéenne Histoire d'en parler, qui a été créée en novembre 2017. Nous avons pour but de vulgariser l'histoire-géographie en les rendant plus accessibles et plus ludiques par le biais d'ateliers en milieu scolaire et d'événements grand public auxquels participent des professeurs d'université et des jeunes chercheurs. Donc, à l'heure actuelle, c'est une trentaine de bénévoles qui s'investissent dans cette association ouverte à tous les passionnés d'histoire et de géographie. La devise de l'association est l'histoire-géographie par tous et pour tous. Et depuis le confinement, nous avons rajouté partout. Donc, ce printemps se définit comme une série de conférences sur des thèmes d'histoire ou de géographie de différentes époques, de différents sujets. Les conférences sont proposées en visio avec la possibilité de poser des questions à l'intervenant à chaque fin de conférence. Donc ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Véronique Bolland-Barrot, professeure des universités en histoire médiévale à l'université de Grenoble-Alpes. Ses travaux portent sur la juridiction ecclésiastique, principalement épiscopale, sur les officialités et les rapports entre peine et pénitence. Véronique Bolland-Barrot a notamment publié en 2019 une partie de son HDR sous le titre « Les péchés les plus grands, hiérarchie de l'Église et fort de la pénitence, France-Angleterre, XIIIe siècle, XVe siècle, aux presses universitaires de Rennes ». Donc ce soir, Véronique Bolland-Barrot va nous parler de justice médiévale et plus particulièrement de justice d'Église qui occupe une place très importante à l'époque médiévale, notamment au bas Moyen-Âge. L'Église, par le biais des officialités, rend justice en direction des clercs, mais aussi en direction de la population lorsqu'elle constate des atteintes au sacrement. Donc Véronique Bolland-Barrot va donc nous éclairer sur cette forme de justice qui s'avère être un acteur essentiel dans la régulation des comportements de l'époque. À la fin de l'exposé, vous aurez toute la liberté de poser des questions à Madame Bolland-Barrot. En attendant, je vous remercie encore une fois de bien garder vos caméras éteintes et vos micros coupés et de n'utiliser le chat que pour des problèmes techniques. Je vous laisse la parole, Madame Bolland-Barrot. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde m'entend bien. Alors, merci évidemment à l'association de m'avoir invité et merci pour cette initiative qui permet d'entendre parler de choses savantes concernant l'histoire et la géographie. Dans le contexte où nous sommes, nous avons un peu tous besoin aussi de changer un peu nos horizons. Alors, j'ai choisi de vous parler donc de la justice de l'Église, qui est évidemment mon champ de recherche, sous un angle qui est sans doute le moins connu, à savoir sa justice la plus ordinaire. De fait, quand on pense justice ecclésiastique, généralement quand je dis que je travaille sur la justice ecclésiastique, on pense à l'inquisition, essentiellement, procès contre les sorciers, etc., contre les hérétiques, et pas tellement à cette justice tout à fait ordinaire, tout à fait quotidienne, des officialités qui sont parmi ce qu'on appelle les tribunaux de proximité, pour des raisons que je vais vous évoquer dans la conférence. Alors, j'ai prévu une introduction qui est un tout petit peu longue, mais pour essayer de poser un peu les choses avant de rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors, il faut avoir en tête que l'Église médiévale dispose d'une juridiction, au sens plein, d'une juridiction reconnue par la puissance publique. Cette juridiction a des origines scripturaires, des origines bibliques. Elle est fondée sur le fait que, dans l'évangile de Matthieu notamment, Jésus, s'adressant à Pierre, lui dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sera délié dans les cieux. » Et puis, il y a une variante de ce verset-là, où Jésus s'adresse à tous les disciples cette fois-ci en disant « En vérité, je vous le déclare, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. » Cette idée de lier et délier fonde très clairement la discipline pénitentielle de l'Église. C'est sur ces versets, et sur d'autres, quelques-uns évidemment, que l'Église fonde l'idée qu'elle a la capacité, au nom de Dieu, de condamner pour les péchés les plus graves ou d'absoudre ces péchés les plus graves. Cette discipline pénitentielle devient progressivement une discipline judiciaire. Alors, je vais extrêmement vite, évidemment, mais la christianisation de l'Empire
romain, à partir de la fin du IVe siècle, a comme corollaire que dans le droit romain tardif, l'Église est une institution de type public qui a une compétence propre, reconnue par l'Empire, en certains domaines, notamment très vite le mariage, avant même que le mariage soit un sacrement, mais aussi tout ce qui est bénéfice ecclésiastique, tout ce qui a trait à la discipline du clergé, etc. Donc on arrive assez rapidement à définir cette idée qu'il y a une juridiction ecclésiastique qu'on va progressivement appeler le fort ecclésiastique. Alors l'expression fort ecclésiastique est une expression qui est bien plus tardive, qui est une expression canonique, à partir notamment des 11e, 12e siècles, mais qui désigne cette capacité qu'a l'Église à juger un certain nombre d'individus selon une compétence qui se définit là encore extrêmement lentement jusqu'au XIIIe siècle au moins. La mise en œuvre de ce fort ecclésiastique est réservée au clergé, c'est logique, parce que c'est l'Église qui le revendique, et de plus en plus à une partie du clergé, en fait, en l'occurrence les évêques. Alors, je vous ai mis ici une petite image qui illustre un recueil de l'écrital, dans lequel on voit en fait l'évêque en position de juge, ce qui est le principe qui domine la fin du Moyen-Âge, à savoir que le juge ordinaire en matière religieuse, c'est l'évêque. Là encore, je passe un certain nombre de détails, mais voilà, vraiment celui qui détient la juridiction dans son diocèse, c'est fondamentalement l'évêque du lieu. L'évêque a une double juridiction. Il a une juridiction pénitentielle et une juridiction judiciaire. C'est pas très joli comme expression, mais ça renvoie quand même à une réalité qui est la distinction progressive du péché et du crime, ou plus exactement, qui est le fait que le crime s'extrait progressivement du péché. Tous les péchés sont susceptibles de demander à celui qui les commet une pénitence, qui se passe généralement en confession, encore avec toute une série de nuances, mais c'est quand même la norme, au moins au XIIIe siècle. Une partie de ces péchés sont également susceptibles d'être jugés sur un plan judiciaire, donc par l'évêque ou par son représentant, je vais revenir dessus. Et donc, parmi les péchés, certains sont qualifiés de crimes, et la définition du crime par les canonistes, qui se fait progressivement au cours du XIIe siècle et qui se stabilise au XIIIe siècle, la définition du crime, c'est effectivement un péché grave. Ce qui caractérise le crime, c'est au sein des péchés d'être particulièrement grave. On qualifie souvent d'énorme, l'énormité étant une catégorie, là pour le coup juridique, qui a été très bien étudiée par un de mes collègues, qui permet justement de sortir du régime pénitentiel, notamment, pour rentrer dans le régime judiciaire, par définition. Et le crime, en fait, est le péché grave qui est susceptible d'être l'objet d'une accusation en justice. C'est ce que j'ai écrit pour simplifier un peu plus facile directement. En fait, on voit bien que le crime, c'est une catégorie qui est extrêmement extensible, c'est-à-dire que l'Église, comme puissance publique, est capable de définir elle-même ce qui, parmi les actes pécamineux, parmi les actes qui sont des péchés, suppose un traitement en justice. Donc certains péchés deviennent des crimes alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant, alors que d'autres quittent le champ judiciaire à un moment donné. On parle de criminalisation d'un certain nombre d'actes. C'est un phénomène qui est assez connu. Alors, j'en parle pour la justice ecclésiastique, c'est pas propre à la justice ecclésiastique, cette question de la criminalisation est quelque chose qu'on connaît dans toutes les juridictions. Donc, un certain nombre de péchés relèvent non plus seulement de la pénitence en confession, mais de la sanction judiciaire prononcée par un juge. Devant cette définition du crime, on voit logiquement se définir des institutions judiciaires, proprement ecclésiastiques, qui relèvent de l'Église, qui exerce une justice qu'on appelle souvent une justice spirituelle. Alors, le terme est très, très discuté. Moi, je l'utilise quand même par opposition à la justice temporelle, qui est la justice effectivement rendue par les tribunaux laïques, y compris par des tribunaux laïques dont l'Église est responsable, puisque l'Église médiévale a une puissance territoriale, une puissance seigneuriale, qui fait qu'elle exerce une justice temporelle sur un certain nombre de terres. Donc la justice spirituelle, en gros, c'est tout ce qui n'est pas la justice temporelle. Et contrairement à ce que l'expression justice spirituelle pourrait laisser entendre, la justice spirituelle, en fait, concerne des matières extrêmement matérielles, pour le coup, dont je vais vous parler,
au cours de cette conférence. Voilà. Mais la notion de spirituel, en fait, voilà, distingue surtout la juridiction ecclésiastique de la juridiction temporelle en tant que telle. Alors, je vous ai dit que le juge ordinaire, c'est l'évêque. En fait, pour les périodes que moi j'étudie, donc au XIVe, XVe siècle essentiellement, l'évêque ne juge quasiment plus lui-même. Alors, je dis quasiment plus, puisqu'on a toujours des exemples d'évêques qui soit président la cour judiciaire, soit prennent une sanction judiciaire, en synode notamment. Mais la norme est la délégation du pouvoir judiciaire de l'évêque à un personnage qu'on appelle l'official. Les premiers officiaux sont connus dans les années 1170-1180. Ils sont connus plutôt dans le nord que dans le midi. Alors, il y a des diocèses où c'est très tard. Par exemple, à Grenoble, on n'a pas d'official avant 1342, ou en tout cas pas d'official connu, ce qui n'est pas forcément la même chose. Donc c'est relativement tard. Dans les diocèses du Nord, voilà, on est fin 12e, début 13e siècle, on voit apparaître des officiaux. L'official étant donc le juge de l'évêque. Alors, plus précisément, il est le juge à la place de l'évêque, c'est-à-dire qu'il prend les décisions judiciaires que prendrait l'évêque. Il a reçu mandat de cet évêque, toujours, et les décisions prises par l'official ne peuvent pas être modifiées en appel auprès de l'évêque, puisque, de fait, la juridiction de l'official est celle de l'évêque au sens plein. Ces officiaux pluriels donnent naissance à des cours judiciaires à proprement parler, professionnalisés, avec un personnel judiciaire, des notaires, des avocats, des procureurs, qui donnent naissance à ce qu'on appelle les officialités. Donc les officiaux précèdent les officialités. Il y a les officiaux, encore fin 12e et début 13e siècle. Les officialités se stabilisent progressivement au cours du 13e siècle. Alors là, c'est très très variable selon les régions. Alors, je parle essentiellement de l'espace français. C'est un peu la même c'est une chronologie un peu plus tardive, par exemple en Angleterre. Voilà, les officiaux sont un tout petit peu plus tard, pas beaucoup, mais les officialités manifestement se stabilisent un peu plus lentement. Donc la juridiction ordinaire de l'Église est donc exercée par cette institution qu'est l'officialité. Alors, une fois ceci posé, pour que vous compreniez voilà, cette sorte de juridiction, je vais vous exposer donc ce qu'on peut dire de cette juridiction ordinaire en 3 parties. Une première partie qui vous expliquera ce que sont ces officialités, alors, en gros à quoi ça sert, comment ça marche, qu'est-ce qu'on fait dessus. Une deuxième partie sur que j'ai appelé crime et criminel pour faire un tableau un peu voilà, de cette criminalité telle qu'elle est jugée par les officialités. Et puis une troisième partie sur le système pénal, ce que j'appelle le système pénal de l'officialité, pour essayer de comprendre cette juridiction spirituelle et expliquer mon titre, pécheur et criminel, puisque c'est en gros l'enjeu essentiel de cette juridiction spirituelle, c'est d'articuler la dimension pénitentielle et judiciaire dans une même décision généralement. Alors donc, premier point, donc, les officialités, donc cours de justice ordinaire de l'Église. Alors, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, je parle de justice ordinaire parce que pour le coup, la justice extraordinaire de l'Église, c'est la justice de l'Inquisition, essentiellement. C'est pas que celle-là, mais c'est essentiellement celle-là. Où là, on est hors des normes canoniques habituelles, mais ce n'est absolument pas ce dont je vais vous parler. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hérétiques jugés par les officialités, je reviendrai dessus dans quelques temps, mais globalement, on est sur un autre système pénal. Alors, comment sait-on comment fonctionnent les officialités? Alors, on a extrêmement classique, hein, on a deux types de sources. On a des sources normatives, théoriques, et des sources pratiques, qui sont les archives laissées par les officialités. Alors, pour les périodes les plus hautes, hein, donc pour le XIIIe siècle, et même le XIVe siècle en très grande partie, on n'a quasiment que des sources normatives, c'est-à-dire des sources qui nous disent comment ça doit fonctionner. Donc, d'une part, dans le droit canonique savant, que je n'ai pas indiqué, d'autre part, on a des textes locaux. Par exemple, il y a un texte qui a été extrêmement utilisé par les historiens, qu'on appelle le privilège de la cour de l'archevêque de Reims, le privilège de l'officialité de Reims, qui date de 1269 et qui est une réforme en fait de l'officialité, qui du coup permet de suivre la procédure telle qu'elle a été menée. On est sur des sources là, voilà, pour le coup, qui disent comment le droit doit être rendu dans ces cours-là.
Les sources de la pratique sont celles que moi je connais le mieux et que j'utilise le plus et dont je vais vous parler. Ce sont donc les archives judiciaires laissées par ces cours de justice. Alors, elles sont quasiment toutes du XVe siècle. On a quelques morceaux au XIVe siècle. Alors, toujours pour la France, hein, les choses sont un peu différentes éventuellement ailleurs. Et ceci dit, voilà, globalement, on est surtout au XVe siècle, voire même surtout dans la deuxième moitié du XVe siècle. Ces sources de la pratique sont de différents types, essentiellement 3 types. On a des registres de comptes qui donc enregistrent les recettes et les dépenses de l'officialité. Et donc, dans les recettes, on a les listes des amendes pécuniaires versées par les justiciables. On a également des données hein, sur l'official, etc. Alors, je l'ai mis avec, on a parfois des registres d'amendes au sens strict, c'est-à-dire non pas des registres de comptes, mais des registres d'amendes, uniquement des registres d'amendes. Hein, voilà. Et l'intérêt est le même, hein, c'est effectivement voilà, qu'on a un enregistrement des amendes alors, systématique peut-être. Parmi les plus belles séries, une des plus belles est celle de Châlons-sur-Marne, Châlons-en-Champagne, hein, où on a 29 cahiers de compte entre 1430 et 1530, ce qui est assez imposant. On en a quelques-uns pour le 16 de Troyes, on en a quelques-uns pour le 16 de Chartres qui sont aussi intéressants. Pour dire, voilà. On en a à Rouen, Tournai. Vous voyez que tout ça est très septentrional. On a un gros déséquilibre des sources selon par région et globalement on est beaucoup mieux renseigné sur les officialités septentrionales que sur les officialités méridionales. Par exemple, dans le diocèse de Grenoble, hein, on a un seul cahier de compte en l'occurrence, qui n'est pas un cahier complet en plus puisqu'il ne concerne qu'un doyenné. Voilà, donc on est sur des choses beaucoup plus limitées. Alors, je vais avancer. Voilà, je vous ai mis là des folios, des photos de comptes de l'officialité de Châlons. Donc vous avez sur la droite cette petite chose là, c'est la page d'ouverture du compte, hein, qui dit 9e compte des émoluments de la cour de Châlons, hein, par Gilles Burgot, qui est un des officiers de la cour de Châlons, avec un petit dessin qui est extrêmement rare. Hein. C'est pas des belles archives, hein. C'est pas des archives avec des belles enluminures. Et puis un folio de la même série, mais qui n'est pas du même compte, de ces fameuses amendes. Alors vous voyez que c'est en latin. Enfin, vous ne voyez pas en l'occurrence parce que c'est pas forcément tout à fait lisible, mais c'est du latin. Voilà, vous avez sur la gauche la liste, sur la gauche les paroisses d'origine des justiciables, le texte qui vous dit un tel pour telle raison, voilà, et l'amende. Voilà. Donc, ici, par exemple, on est sur une paroisse de Châlons, c'est le Saint-Alpin. On a François d'Arancy pour des coups légers, hein, sur Jacquemin d'Arancy, son frère, Claire. Voilà, et il est payé, il est condamné à 10 sous tournoi. Voilà, ça, c'est des choses extrêmement classiques. Le défaut des registres de compte, c'est qu'ils n'enregistrent que les amendes pécuniaires. Donc, tout ce qui est sanction autre que les amendes n'y apparaît pas, sauf dans certains registres de compte où on a également des amendes en cire qui sont enregistrées, ça arrive, ou des peines complémentaires qui sont précisées. C'est le cas notamment pour les comptes de Tournai, en Belgique actuelle, hein, donc c'est du Nord, où on a ponctuellement la mention de l'excommunication, de l'interdit, éventuellement des pèlerinages. Voilà. Mais c'est plutôt l'exception. La norme, c'est de n'avoir que l'amende pécuniaire. Donc c'est une limite évidente. D'autres limites évidentes de ces registres de compte, je reviens à ce que je viens de vous dire, voilà, c'est le laconisme de la mention, hein, puisqu'on a le nom, le délit tel qu'il est synthétisé, hein, donc voilà, pour coup léger, et le montant de l'amende. On n'a pas du tout la procédure, pas du tout les circonstances de l'affaire, généralement très peu d'éléments sur le justiciable, etc. Donc, premier type d'archives laissées. Le deuxième type d'archives, c'est des registres de sentences. Alors, registres de sentences, comme leur nom l'indique, hein, voilà, ce sont des registres dans lesquels on a copié les sentences prononcées par une officialité. On en a très peu. On en a très peu. On a éventuellement des sentences copiées dans d'autres types de registres, mais des registres de sentences en tant que tels, on en a effectivement très peu. On a une très belle série à Cambrai, tout dans le Nord, qui a été éditée,
qui a été rendu accessible. Alors, le défaut des registres de sentence, c'est les défauts contraires du registre de compte. Généralement, les affaires sont relativement précises. On nous évoque les circonstances, etc. Mais on sait, pour différentes raisons, que ne sont enregistrées en fait que les sentences pour les crimes les plus graves et qu'on n'a pas l'intégralité de l'activité de l'officialité. Et il faut penser également qu'une partie des affaires ne se traduit pas par une sentence et donc n'apparaît pas dedans, évidemment. Enfin, le troisième type d'archives, c'est ce qu'on appelle des registres aux causes ou des journaliers d'audience. Alors, c'est les sources les plus complètes parce qu'en principe, ce sont des registres où on note au jour le jour ce qui s'est passé devant la cour. Voilà. Donc, on vous donne la date et on vous dit, voilà, un tel a été cité pour telle cause, on a entendu les témoins, etc. etc. Voilà. Alors, on a deux très très belles séries en Champagne, pour le coup, Troyes et Châlons. Il y en a un petit peu en Normandie, il y en a un petit peu dans quelques diocèses, mais c'est voilà, vraiment, là encore, c'est assez inégal. Alors, je vous ai mis ici, voilà. Alors, ça, c'est encore des comptes. C'est des comptes de Chartres, ça, c'est des comptes qui viennent des comptes qui viennent de l'officialité de Chartres, où l'écriture n'est pas du tout la même que celle-là. Avec beaucoup d'abréviations. Alors, à Chartres, les greffiers donnent souvent plus de détails que dans les comptes chalonnais que je vous ai montré auparavant. Donc on a des paragraphes un petit peu plus longs qui nous disent un peu plus de choses. Et puis ici, je vous ai mis voilà, un folio d'un registre, alors un registre que j'appelle un registre aux causes, faute de mieux, qui est un registre qui est un registre de l'officialité de Troyes, qui en fait est un registre un peu bizarre et qui comprend beaucoup de choses différentes, mais qui sur le folio que je vous ai mis comprend une partie registre aux causes. Alors en fait, là encore, il faut me croire sur parole. Je ne sais pas si vous voulez mettre une flèche, j'espère. Vous avez la date ici, voilà, un tel pour telle chose. Voilà. Et ici, par contre, vous avez un texte qui est une sentence, en fait. Une sentence complète hein, qui a été copiée, ce qui est un peu l'exception. Alors, les journaliers d'audience, ils ont l'avantage qu'ils nous donnent normalement tous les types d'affaires jugées. Normalement, tous les types d'affaires jugées, quelle que soit la sanction, même s'il n'y a pas de sanction. Et ils nous donnent généralement un certain nombre d'éléments sur l'affaire en question. Quand vous avez des registres qui sont bien tenus, on peut avoir les témoignages qui sont enregistrés, etc. C'est assez rare, généralement, c'est quand même pas non plus des renseignements extrêmement importants. Donc voilà pour le type de source. Alors, je vais vous parler essentiellement d'officialité épiscopale, puisque je vous ai dit que le juge ordinaire, c'était l'évêque. En fait, à la fin du Moyen-Âge, on a d'autres institutions qui peuvent rendre la justice au nom de l'Église. C'est-à-dire que par privilège, voilà, on a un certain nombre d'institutions, notamment des monastères, des chapitres, qui ont obtenu le droit d'avoir une justice spirituelle et qui ont une officialité. Et puis, les différentes circonscriptions ecclésiastiques ont en fait une officialité à leur niveau. Donc, la principale, c'est l'officialité épiscopale, c'est celle de l'évêque. Au-dessus, c'est celle de l'archevêque. On peut faire appel à l'archevêque. Encore au-dessus, c'est le primat. Alors, les officialités primatiales ont une activité assez limitée, mais en principe, elles existent. Et puis, en dessous de l'évêque, on peut avoir des officialités archidiaconales ou décanales, par doyenné, qui ont laissé extrêmement peu de sources. Là encore, on a des sources ponctuelles pour tel ou tel doyenné, mais c'est vraiment quelque chose qui est assez ponctuel. On a plus de choses pour les officialités régulières, pour les officialités d'établissements réguliers exempts, où là on a effectivement un plus d'exemples, notamment j'ai indiqué Corbie, Fécamp. Là on a des sources un petit peu. Alors, ces officialités ont une compétence qui est de deux types, en fait. Elles sont compétentes à raison des personnes. Le principe étant que tous les clercs sont jugés par l'Église et donc normalement par les officialités. Alors, clerc au sens le plus large du terme, puisque au Moyen-Âge, pour être clerc, il suffit d'avoir reçu la tonsure. L'évêque fait de vous un clerc en vous donnant la tonsure cléricale, qui peut être reçue donc à partir de 7 ans. En principe, il faut savoir lire et écrire. La vérification est variable selon les périodes et les diocèses. C'est clair au sens le plus commun du terme, n'ont pratiquement pas d'obligation, à part alors certains métiers leur sont interdits quand même,
ils peuvent se marier, mais par contre, s'ils sont veufs et qu'ils se remarient, ils perdent leur privilège clérical. Mais ils sont justiciables de l'Église et ils sont en principe aussi exemptés d'impôts, ce qui, évidemment, est un avantage extrêmement important. Alors, à la fin du Moyen-Âge, il y a vraiment un grand mouvement de la justice royale pour limiter la compétence rationnelle et personnelle, la compétence à raison des personnes, en considérant notamment que les clercs coupables de certains crimes ne doivent pas bénéficier du privilège ecclésiastique, c'est la première chose, et que les clercs ne respectant pas le mode de vie ecclésiastique, notamment ne portant pas la tonsure, ne portant pas l'habit clérical, exerçant un métier interdit pour les clercs, etc., ne doivent pas bénéficier du privilège ecclésiastique. Voilà. C'est un grand sujet de conflit en fait, entre la justice royale et la justice ecclésiastique. Mais donc, en principe, tous les clercs sont normalement jugés par l'Église pour tous les délits qu'ils commettent, de quelque nature que ce soit. D'autre part, les officialités sont compétentes à raison des matières. Donc, pour certains types de délits, cette fois-ci. Alors, essentiellement, les délits qui ont trait, alors, je dis de manière caricaturale, au sacré, alors, ça ne va pas forcément dire grand-chose, mais en gros, toutes les atteintes au sacrement, tout ce qui relève du blasphème, du sacrilège, tout ce qui relève des biens de l'Église, des bénéfices ecclésiastiques, etc., etc., etc. J'en oublie certainement. Une grande partie de cette compétence concerne le mariage, qui est un sacrement pour l'Église depuis la fin du XIIe et début du XIIIe siècle. Et donc, tout ce qui a trait au mariage relève de l'officialité. Et on sait, par exemple, alors on sait, un certain nombre de sources disent que Jeanne d'Arc, par exemple, a été faire rompre ses fiançailles devant l'officialité de Toul. Alors, le problème, c'est qu'on le sait par d'autres sources et qu'on n'a pas la source directe. Mais voilà, c'est assez caractéristique de cette compétence qu'a fait au mariage. La compétence réelle, c'est-à-dire pratiquée, mise en pratique des officialités, est en fait assez variable sur mes diocèses. Il y a des choses qui sont générales, donc tout ce qui a fait au mariage, et jugement des clercs, etc. Mais l'étendue peut varier selon le rapport de force entre l'évêque du lieu et la justice temporelle, selon un certain nombre de choses. Et chaque officialité a une compétence coutumière qui lui est reconnue. Par exemple, encore fin 15e siècle, donc très tard, l'évêque de Châlons revendique qu'il peut juger les affaires d'injures verbales entre laïcs parce que la coutume le dit. Voilà. Donc à un moment où la justice ecclésiastique est quand même déjà effectivement battue en brèche par la justice royale, il y a quand même cette affirmation-là qui est maintenue. Voilà. Donc ne pas croire que c'est une compétence qui est parfaitement définie de manière radicale. La procédure mise en œuvre est une procédure d'enquête, qui est la procédure normale depuis le XIIIe siècle dans les juridictions médiévales. Le juge agit normalement ex officio, c'est-à-dire par sa fonction même. Alors, c'est la norme en France. C'est quasiment pas le cas en Angleterre. Il y a des différences selon les zones qui sont assez importantes. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait un plaignant. Le juge peut, parce qu'il est informé par un biais ou un autre d'un délit, se saisir d'une affaire et mener l'enquête pour savoir ou non s'il y a délit. L'acteur principal de la procédure d'office, c'est un personnage qu'on appelle le promoteur, qui est le promoteur des causes d'office. C'est tout le monde entier, qui est celui effectivement qui va recevoir l'information par la rumeur ou par la dénonciation, mener l'enquête et saisir l'official pour savoir si le cas va être jugé ou pas. Alors, dans les procédures matrimoniales notamment, on est souvent en procédure mixte en fait, à savoir qu'il y a bien un plaignant. C'est le cas également dans les affaires d'injures verbales ou de diffamation. Il y a bien un plaignant et le promoteur se joint à la partie plaignante pour que l'affaire soit menée devant l'officier. La première étape de la procédure, c'est la citation. C'est-à-dire que celui qui est accusé est cité à comparaître. La citation qui doit se faire par écrit, c'est-à-dire qu'elle doit partir écrite de l'officialité et faite éventuellement oralement au justiciable s'il ne sait pas lire. C'est pour ça qu'il faut souvent un intermédiaire qui est souvent le curé. Et le justiciable qui ne se présente pas est coupable de contumace et s'il ne vient pas 3 fois de suite, on considère qu'il est coupable du délit qui lui est reproché.
quand le justiciable se présente à la cour, hein, on mène une enquête, essentiellement par interrogatoire, par citation de témoins, qu'on a de manière exceptionnellement qu'on a de manière assez exceptionnelle dans les sources. C'est assez rare qu'on ait dans les sources. On a généralement les dépositions des personnes accusées, mais on a rarement les témoignages eux-mêmes. Éventuellement, dans un certain nombre de procédures, on peut donner des preuves écrites, mais c'est plutôt l'exception là encore. Les dépositions sont faites sous serment, sachant que le faux témoignage est un parjure et donc un crime, puisque le parjure fait partie de ces fameux péchés qui sont criminalisés. Et on a un certain nombre de cas où d'ailleurs, à l'affaire principale, se surimpose ensuite un procès pour parjure, puisqu'il y a eu faux témoignage. La procédure des officialités est une procédure ordinaire, on ne pratique pas la torture, hein, par exemple, contrairement à l'Inquisition, par exemple. On recherche l'aveu du prévenu, et dans l'énorme majorité des cas, ça va assez vite en fait. Les procédures sont rarement extrêmement longues. 1, 2, 3 séances, voilà, des choses. Généralement, pendant le procès, le justiciable est emprisonné, mais il peut être éventuellement libéré sous caution. La sentence est rendue, donc ensuite, pas l'official, c'est-à-dire que le promoteur est celui qui mène l'enquête, mais c'est bien l'official qui juge. Et l'official précise toujours qu'il juge après avoir pris conseil, et qu'il juge en ayant seulement Dieu devant les yeux. Je vous ai mis le latin, Deum solum amentes preoculis, qui est une phrase en fait d'une décrétale sur la procédure judiciaire. Les juges agissent au nom de Dieu, c'est quelque chose qui est extrêmement important. La sentence peut évidemment être appelée à la Cour supérieure, donc si c'est l'officialité épiscopale, à l'officialité effectivement métropolitaine, comme je l'ai dit. Donc voilà comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'on juge devant une officialité? Alors, donc jusqu'à la fin du Moyen-Âge, et contrairement à ce qu'on dit parfois, cette compétence des officialités reste assez large. Assez large, assez variée, avec toutes ces nuances que j'ai évoquées précédemment. Donc c'est une criminalité qui est donc très ordinaire, qui est très quotidienne, qu'il est très difficile de quantifier. Qu'il est extrêmement difficile de quantifier à cause de cette variété documentaire que j'ai évoquée. Hein, vous avez des diocèses où vous n'avez que des amendes, des diocèses où vous avez quelques registres de sentences. Voilà. Donc je ne vais pas vous donner de choses générales et statistiques parce que ça n'a pas grand sens. Voilà, je vais vous donner un tableau un peu général. Alors, je les ai mis un peu comme, alors à la fois un peu comme il me venait et puis en même temps par importance numérique quand on peut avoir des sources qui permettent de le dire. Et ça vous donne un aperçu de cette variété que j'ai évoquée. Alors, en tout cas dans le diocèse de Châlons, je vais prendre cet exemple-là pour l'instant, la cause la plus fréquente de citation devant la Cour est une cause à laquelle on ne pense pas forcément, qui est l'absentéisme pascal, c'est-à-dire les fidèles qui ne vont pas communier à Pâques. En effet, depuis le 4e concile du Latran, en 1215, il est obligatoire de se confesser et de communier une fois par an devant son curé de paroisse. C'est précisément ça qui est demandé. Le curé doit tenir la liste de ceux qui viennent, et surtout de ceux qui ne viennent pas, en l'occurrence, et les dénoncer à l'official. Et de fait, c'est considéré comme un délit. Ce n'est pas seulement un péché, là, voilà. C'est pas seulement un péché qui supposerait que le curé rappelle à l'ordre ses ouailles, c'est un délit qui peut être jugé par la Cour, et de fait, après chaque fête de Pâques, on a des dizaines d'individus, très majoritairement des hommes, qui sont cités à comparaître devant l'official pour leur rappeler qu'ils doivent communier. Alors, l'absentéisme pascal est quelque chose qui est un petit peu compliqué parce qu'en fait alors, on a des individus qui ne viennent pas communier, tout simplement, mais des individus qui répondent qu'ils ne font pas les communier parce qu'ils sont excommuniés. Or, s'ils sont excommuniés, ils n'ont pas le droit de communier, donc ils ont bien fait de ne pas y aller en principe. Sauf que, là encore, il faut comprendre un peu comment ça marche, quelqu'un qui est excommunié est normalement tenu de chercher l'absolution. Et ne pas avoir été se faire absoudre avant Pâques est un délit en soi. Donc, nos affaires d'absentéisme pascal, en fait, peuvent déboucher sur une deuxième cause
de citation, qui est le fait de ne pas avoir cherché l'absolution de l'excommunication. Ça, c'est un des délits les plus fréquents, et c'est pour ça que, voilà, que je parle vraiment de criminalité ordinaire. Voilà, on est vraiment sur du délit qui n'est même pas une faute qui n'est pas une faute contre une autre personne, qui est une atteinte à l'Église en tant que telle, et qui généralement ne donne pas lieu à une amende, ne donne pas lieu à une peine. Généralement, on cite et on enjoint d'aller communier dans la semaine, dans les 15 jours, dans les 3 semaines, et que le curé puisse ensuite justifier ça. Le deuxième grand type de délit, là on est plus dans les choses qu'on imagine bien juger, ce sont les violences contre les clercs. Violence contre les clercs commise par tout le monde, y compris par des laïcs, qu'elles soient commises par des clercs ou par des laïcs. Depuis 1131, donc bien avant la période dont je vous parle, quiconque frappe un clerc est excommunié ipso facto, c'est-à-dire qu'il est excommunié, de manière automatique. Cette excommunication ipso facto pour toute une série de difficultés sur lesquelles je ne m'attarde pas pour l'instant, mais quand le juge est informé qu'un clerc a été frappé, il cite à comparaître l'individu pour juger l'affaire et au passage pour lui signaler qu'il est excommunié. Donc non pas pour l'excommunier puisqu'il l'est déjà automatiquement, mais pour lui dire qu'il l'est, qu'il doit respecter donc les interdits liés à l'excommunication. La violence contre les clercs est un phénomène important à cause de ce clergé ordinaire dont je vous ai parlé. Ces clercs simplement tonsurés. Il faut bien comprendre que c'est majoritairement ce type de violence contre les clercs en fait qui est jugé. Alors, on a aussi des violences contre des prêtres, au sens là, contre le clergé au sens courant du terme, en pensant également que les prêtres qui vivent dans les campagnes du XVe siècle sont pour la plupart des hommes qui sont éventuellement un peu plus formés que les paysans, mais qui vivent au milieu d'eux et parfaitement dans la même sociabilité, et qui sont donc pris régulièrement dans les mêmes conflits, dans les mêmes disputes, dans les mêmes rixes. Voilà, donc, c'est une part importante de cette activité des officialités que de juger ces violences contre les clercs, d'indiquer, d'informer les communications qu'on subit et de prononcer éventuellement une autre peine dont je vous parlerai là encore dans quelques instants, souvent une amende. Pour l'instant, j'essaie de faire un tableau un peu de la criminalité. Le clergé délinquant, dont je vous l'ai dit tout à l'heure, est jugé par l'officialité, ça c'est un principe. Alors, la délinquance cléricale est de deux grands types. Il y a tout ce qui relève des pratiques sexuelles, donc les prêtres concubinaires, mais les prêtres de manière générale qui ont des relations sexuelles, sans forcément un concubinage, les prêtres qui vont voir les prostituées, les prêtres qui commettent l'adultère avec une femme mariée, les prêtres qui font la fornication, comme disent les textes, etc. Tout ceci sont cités par l'officialité. C'est une des causes les plus fréquentes de citation du clergé délinquant. Au sein de la délinquance du clergé, c'est une des causes les plus fréquentes. C'est loin d'être la cause la plus fréquente de citation de l'officialité en général. C'est pas négligeable, mais ça pose toute une série de questions d'ailleurs sur la capacité qu'on a de quantifier le concubinage ecclésiastique par les archives judiciaires. Et c'est pas du tout évident. À côté de ce grand champ-là, de manière générale, le clergé qui ne respecte pas les règles de vie cléricale est susceptible d'être jugé par l'officialité. Alors, je peux citer des exemples, mais effectivement, le prêtre, par exemple, qui va trop souvent à la taverne. Alors, le prêtre peut aller à la taverne si c'est parce qu'il est en voyage ou si c'est parce qu'il va y rencontrer des fidèles qui sont en conflit eux-mêmes pour participer à la réconciliation, à la paix. C'est quelque chose que vous connaissez bien. Mais il ne doit pas aller à la taverne pour boire et s'enivrer. Voilà. Donc ça, c'est une donnée assez fréquente. Le prêtre qui joue au dé. Alors, le jeu, de manière générale, est un délit, mais particulièrement quand il est mis en œuvre par le clergé.
le prêtre qui participe à des expéditions douteuses aux yeux de l'officialité avec des laïcs. Je vais citer un exemple d'un prêtre, par exemple, qui est jugé parce qu'il a volé des bouts de chandelle. Alors, je dis toujours comme ça, mais c'est absolument ça. C'est ce que dit le texte. C'est un prêtre à qui on reproche d'avoir récupéré les restes de cierges dans son église pour les vendre, hein, ce qui est interdit, puisque normalement, c'est la paroisse qui devrait les récupérer pour pouvoir les refondre et refaire des cierges. Voilà. Donc, il a volé des bouts de chandelle, comme je dis toujours. Voilà, voilà, ce type de choses, on a ce type de choses de assez courantes. Autre grand volet de la criminalité telle qu'elle est jugée par telle qu'elle est jugée par l'officialité. Excusez-moi, j'ai été interrompu. Donc voilà, tout ce qui est délit spirituel, tout ce qui est crime spirituel. Alors, j'ai indiqué sacrilège, blasphème, sorcellerie, divination, c'est un peu vague. C'est un peu général et un peu vague, mais en gros, voilà, vous pouvez avoir un individu qui est jugé parce qu'il a jeté par terre une croix, par exemple. Une croix qui est dans un champ, par exemple. Vous avez des blasphémateurs qui sont jugés. Alors, où on distingue les grands blasphèmes, qui sont en gros je renie Dieu, voilà, des choses comme ça, des jurons ordinaires par le sang de Dieu, par la mort du Christ, etc., qui sont considérés comme des expressions qui sont moins délictuelles. Voilà, ça c'est ce type de choses. Alors sachant que le blasphème est de plus en plus jugé par la justice royale, mais voilà, on a toute une juridiction ordinaire qui a trait là. Et là, pour le coup, on voit très bien comment, au cours du XVe siècle, les jurons deviennent un délit d'ailleurs. Quand on peut avoir des séries d'archives, ce qui n'est pas toujours le cas, les archives du début du XVe siècle ne jugent que, me citent quasiment comme blasphème que la forme je renie Dieu, qui est la forme considérée comme la plus grave du blasphème. Et plus vous avancez dans le XVe siècle, plus on voit apparaître les jurons, effectivement, qui sont sanctionnés moins grièvement, et moins sévèrement, pardon, mais qui effectivement deviennent un délit progressivement. Alors, sorcellerie, j'ai mis des guillemets, parce que ce n'est pas du tout la chasse aux sorcières qu'on peut imaginer. Mais là encore, ça va être des femmes, alors notamment, voilà, j'ai deux exemples pour vous donner une idée. Une femme qui s'appelle Marguerite Labasse, qui est citée par l'official parce qu'elle guérit des enfants. Alors, des enfants qui sont alors, peut-être difformes. Le terme n'est pas clair du tout. Et elle les guérit avec une formule magique, avec une incantation. Voilà. Alors bon, elle est interrogée par l'official et elle dit bah oui, je dis par le Père, le Fils et Madame Sainte-Nicaise que cet enfant soit guéri. Bon, et l'official dit bon, écoute, tu le fais plus et puis voilà. Un deuxième cas que je cite souvent, c'est une religieuse pour le coup, qui vend une mixture d'eau bénite et de lait que les paysans utilisent pour protéger leur bétail. Voilà. Donc on est sur ce type sur ce type de sortilège. On n'est pas du tout sur la sorcellerie diabolique, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Voilà. Et puis on a des cas de divination, c'est-à-dire d'individus qui sont jugés parce qu'ils ont été consultés un devin. Alors on a parfois une situation des devins eux-mêmes, mais c'est plus rare pour le coup. Il faut le frapper. Alors voilà, notamment il y a un devin dans le siècle de Chalon qui s'appelle Canette, Canette, qui finit par le juger lui-même. Et bien avant qu'il le soit, il y a 20 personnes, 25 personnes qui sont citées parce qu'elles sont allées consulter le devin Canette pour retrouver de l'argent, pour savoir où est sa femme. Voilà, ce type de choses. Donc on n'est pas du tout sur de la grande criminalité, hein, pas du tout là. On est vraiment sur des choses qui relèvent des pratiques très ordinaires des hommes et des femmes du Moyen-Âge, voilà, dans la vie quotidienne. Dans le cas des violences que j'ai citées, c'est extrêmement rare qu'on ait des violences graves. Moi, j'ai trouvé très très peu d'homicides dans mes archives, extrêmement peu d'homicides, parce que généralement l'homicide bascule dans le champ de la justice royale ou de la justice pontificale. On est vraiment dans la risque de voisinage, essentiellement, de la risque de voisinage. Alors, on a un grand champ donc, autour des causes que j'appelle matrimoniales.
dont je vous ai parlé. Alors là encore, hein, j'ai fait une petite liste. Le principal type d'affaires, c'est des affaires en reconnaissance de fiançailles. C'est-à-dire souvent des femmes, mais pas toujours, ça peut être les hommes, qui viennent dire à l'official nous nous sommes fiancés avec un tel. Ils parlent souvent de fiançailles clandestines en disant bah voilà, on nous sommes fiancés, mais ça n'a pas été fait, mais ça n'a pas été fait selon les règles, mais nous sommes fiancés. Or, il ou elle ne veut plus m'épouser. Il faut que vous m'attribuiez mon époux ou mon épouse. La majorité de ces causes concernent effectivement des femmes, hein, c'est étonnant, mais c'est pas toujours le cas. On a des hommes hein, qui viennent réclamer qu'une femme dont ils disent être fiancée hein, leur soit octroyée comme femme. Alors, voilà, on pourra en reparler éventuellement dans les questions, mais j'essaie d'avancer un petit peu. L'officialité est également compétente pour évaluer la validité d'un lien matrimonial, c'est-à-dire que, notamment pour vérifier qu'il n'y a pas d'empêchement à un mariage, et c'est pour ça notamment que l'officialité est compétente dans les affaires d'impuissance. Un couple marié, si la femme veut obtenir la séparation parce que son époux est impuissant, elle doit demander cette séparation à l'official. Donc on est compte rendu des visites médicales, etc., de ce qui se passe. L'officialité est compétente pour décider des séparations qui ne sont pas des ruptures du mariage. Alors, je m'explique. Le mariage médiéval est indissoluble, donc, sauf s'il n'est pas valide pour des raisons d'empêchement au mariage, comme l'impuissance que j'ai évoquée, mais ce n'est pas la seule. Et donc, mais en principe, le mariage est indissoluble, mais l'official peut prononcer une séparation de corps, c'est-à-dire autoriser la fin de la vie commune, ce qui n'autorise pas le remariage. Par contre, on ne peut pas épouser quelqu'un d'autre, hein, mais effectivement, on a des séparations de corps qui sont prononcées par les officialités, et dans tous les cas, ce sont les femmes qui demandent la séparation de corps pour violence. On parle de sévice, on parle de sévitia en latin, qui est une catégorie canonique en fait, qui est extrêmement définie, qui est le moment où le droit de correction que le mari a sur sa femme est dépassé par la violence maritale. Donc le mari a le droit et le devoir de corriger sa femme, mais il ne doit pas la rendre invalide, ni mettre sa vie en péril, et donc elle peut éventuellement demander la séparation. L'officialité juge les cas d'adultère, qui sont des délits, jugés, et enfin on a un certain nombre d'affaires de bigamie, c'est-à-dire que le mariage étant indissoluble, les époux séparés dont l'un se remarie commettent une faute évidemment grave. La bigamie, alors la bigamie a pas mal été étudiée par une historienne américaine qui est Sarah McDougall, qui a travaillé sur les archives de Troyes. Ce sont généralement en fait des hommes ou des femmes qui se remarient après avoir quitté leur région d'origine, notamment dans le contexte de la fin du Moyen-Âge, qui est un contexte un petit peu compliqué avec la guerre, etc. On a un certain nombre d'hommes et de femmes en fait, qui prennent époux loin de leur village d'origine, et l'officiel apprend par un biais qui est souvent difficile à connaître, en l'occurrence, qu'en fait, il y a un époux ou une épouse qui est resté au pays. Et donc, le mariage est invalide, et dans ces cas-là, il faut effectivement juger le cas. Et puis, il y a toute une série d'autres choses. Alors là, pour le coup, c'est ma petite diapo fourre-tout. L'officialité juge les injures verbales, les diffamations. Quand vous avez une femme qui traite sa voisine de sorcière, un homme qui traite son voisin de fils de je ne vous dirai pas quoi. Voilà. Alors, j'ai distingué injure verbale et diffamation parce qu'on a des cas plus évolués. On a un personnage, Jean de Soulante, qui est jugé parce qu'il a écrit un texte diffamant, qu'il a affiché sur la porte d'une jeune femme. Vous voyez. J'ai un petit groupe d'hommes aussi qui a écrit une chanson, et qui a chanté une chanson diffamante. Voilà. L'officialité est compétente, on ne sait pas forcément, pour dire si quelqu'un est lépreux ou non. Alors les lépreux à la fin du Moyen-Âge, en principe, doivent être placés en léproserie.
les responsables d'une paroisse doivent informer l'officialité en cas de suspicion de lèpre, et l'officialité doit lancer une enquête avec des médecins qui viennent dire ou non si un tel est lépreux. Et ça a comme corollaire aussi qu'on a des affaires ponctuelles de lépreux ou de parents de lépreux qui refusent de se séparer de leurs parents lépreux. L'officialité est compétente en matière de dette. Ça, voilà, là encore, c'est une cause qu'on ignore assez souvent. C'est-à-dire que si vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et qu'il ne vous rembourse pas, vous pouvez aller demander à l'officialité de lancer une procédure contre lui. Et puis on a toute une série de choses, voilà, que j'ai indiquées. Les prêtres les fidèles peuvent se plaindre de leur prêtre, de leur prêtre s'il ne célèbre pas bien la messe, s'il n'a pas fait la procession dans le bon sens, si la lampe du sacrement n'est pas bien allumée. Les fidèles ne doivent pas travailler un certain nombre de jours par an, donc les dimanches et les jours de fête chômés. Ça fait quand même une centaine de jours dans une année. Et le fidèle qui travaille un jour chômé, là encore, c'est un délit et il va être jugé par l'officialité. Cité à comparaître, il va devoir se justifier. Pardon. Donc vous voyez bien qu'on a en fait une compétence qui est assez vaste, assez variée, et qui mène aussi bien les laïcs que les clercs devant l'officialité. Alors, les hommes que les femmes, il y a beaucoup plus d'hommes jugés que de femmes. Dans les matières d'injures, c'est un peu plus les femmes, pas beaucoup plus. Dans les affaires matrimoniales, c'est les deux, évidemment. Mais globalement, voilà, on est vraiment sur un tribunal de proximité qui juge toute une série de pratiques considérées comme délinquantes, mais relativement ordinaires. Alors, ces délits, comment sont-ils jugés? Je suis d'habitude beaucoup trop bavarde. Alors, d'abord, un certain nombre de ces procès s'interrompent. On n'a pas toujours la fin du procès. Et là, dans ces cas-là, on suppose que c'est parce qu'il y a eu accord entre les parties. Et même dans les procès qui se terminent, il n'y a pas toujours de peine. Un certain nombre de procès se terminent sans peine, avec simplement une injonction à faire telle ou telle chose. Je vous ai parlé des non pascalisants. Ils sont extrêmement rarement punis. En fait. Généralement, on leur dit, voilà, tu vas aller communier. Les affaires matrimoniales se terminent généralement sans sanction et terminent par une sentence, c'est-à-dire que les fiançailles sont reconnues ou non, la séparation est prononcée ou non, mais il n'y a pas de sanction. Quand il y a une sanction, l'énorme majorité des sanctions prononcées par l'officialité sont légères. Ce n'est pas des sanctions lourdes pour la grande majorité des cas. Alors bon, je vous ai dit que je ne faisais pas de statistiques, mais j'en ai fait quand même pour illustrer un peu ce que je disais. L'énorme majorité, enfin non, pas l'énorme majorité. La majorité des peines, c'est de l'amende pécuniaire. C'est de l'amende pécuniaire, et des amendes pécuniaires qui sont modestes, qui sont généralement inférieures à 20 sous tournoi. C'est le cas notamment pour tout ce qui est injure verbale, pour tout ce qui est violence légère, pour tout ce qui est travail des jours fériés. Ouais, ce type de choses, c'est des amendes légères qui sont normalement dues, enfin qui doivent être utilisées par l'officialité pour des usages pieux. Il est strictement interdit à l'officialité que cet argent serve à son propre fonctionnement. Et a priori, ça a l'air à peu près respecté. Il y a un deuxième type d'amende qui est très courant, alors pas partout, mais en tout cas dans le Nord, qui est l'amende en cire, c'est-à-dire qu'au lieu de demander 5 sous, 10 sous, 15 sous, on demande 1 livre de cire, 2 livres de cire. Et c'est vraiment du poids de cire, c'est-à-dire que ce ne sont pas des cierges, c'est du poids de cire. Là encore, à usage pieux, c'est-à-dire que le but, c'est d'en faire des cierges pour les églises, mais un poids de cire. Alors l'amende en cire, elle est intéressante parce qu'elle est souvent utilisée pour des péchés en cours de criminalisation. Au moment où on les voit apparaître comme délits jugés, en fait, ils sont d'abord condamnés par ce type d'amende. Alors, c'est le cas des jurons dont je vous parlais tout à l'heure, au XVe siècle. C'est le cas du mariage clandestin. C'est le cas du mariage clandestin qui devient progressivement un crime et qui, en fait, est d'abord sanctionné par des amendes en cire avant d'être sanctionné par une amende pécuniaire ou autre chose. Alors, on a vraiment l'impression que l'amende en cire est un moyen de faire rentrer un péché dans le champ du crime, en fait. Les officialités condamnent à la prison, beaucoup plus que les justices laïques. Alors, éventuellement, en alternative aux amendes. Et puis après, il y a
toute une série de choses. Voilà, vous voyez, pour mon exemple chalonnais, hein, c'est quelques cas par an. On va condamner à faire un pèlerinage, on va condamner à faire ce qu'on appelle une amende honorable, c'est-à-dire reconnaître publiquement qu'on a mal fait et demander pardon, hein, à la partie adverse, à la cour et éventuellement à Dieu. On va être mis au pilori. Alors, j'ai indiqué échelle parce que dans les régions que j'étudie, le pilori n'est pas un pilori, mais une échelle. Là, on va être condamné à des choses très spirituelles, à jeûner tel vendredi, voilà, etc., à prononcer telle prière, à faire dire telle messe, etc., etc. Voilà, et puis on a quelques censures, quelques peines canoniques, comme l'excommunication, mais qui en fait n'est pas du tout la norme, sauf pour les cas de violence sur les clercs, comme je vous l'ai dit. Alors, en fait, ce qui est très frappant, c'est que les peines sont sont majoritairement des peines légères, mais elles s'accompagnent généralement d'un discours de peine, d'une menace de peine beaucoup plus lourde. Lourde au sens, on est condamné à 10 sous tournoi, et si on recommence, on paiera 10 livres. Hein. On est condamné à 10 sous tournoi, et si on recommence, on ira en prison 1 an, ce qui est beaucoup au Moyen-Âge, 1 an. Voilà. Il y a vraiment un discours de la peine qui sert à rappeler que l'acte jugé est un acte délictueux et qui est une atteinte aux normes et de comportement voulus. Mais la démarche d'officialité est globalement une démarche fondamentalement de correction. Et c'est aussi pour ça qu'on a régulièrement, toutes les peines que j'ai évoquées, en fait, comprennent un discours pénitentiel. Je vous ai dit que l'amende pécuniaire, c'était pour des œuvres charitables, toujours. Hein. Mais c'est le cas de la prison, par exemple. On est condamné à la prison pour pleurer ses péchés. Le texte dit ça, pour pleurer ses péchés et obtenir la miséricorde divine. Alors, c'est une des rares peines qui est vraiment lourde de la prison d'officialité, parce que la prison est une peine extrêmement, extrêmement grave au Moyen-Âge. Et en fait, on a souvent association de plusieurs peines avec des dimensions pénitentielles qui vont s'associer les unes aux autres et se compléter les unes les autres. Et je termine là-dessus parce qu'il est déjà tard. D'autre part, les officialités envoient régulièrement, pas souvent, envoient régulièrement les criminels voir un personnage qu'on appelle le pénitencier épiscopal. Le pénitencier épiscopal, il est chargé d'absoudre les excommunications, hein, et d'absoudre les péchés les plus graves, les péchés qui sont normalement réservés justement à l'évêque. Et donc on a un certain nombre d'indices qui montrent que devant l'officialité, un criminel est toujours pensé comme étant d'abord l'auteur d'un péché, qu'il s'agit d'abord de corriger et de ramener dans le giron de l'Église par la pénitence qui s'exprime éventuellement par la sanction judiciaire, mais aussi par l'injonction à aller se confesser ensuite, et éventuellement à aller chercher sa pénitence auprès de ce fameux pénitencier épiscopal. Voilà, je m'arrête là, un peu abruptement, mais sinon, on n'aura pas du tout le temps de discuter. Merci, Madame Bolland-Barrot, pour cette conférence très riche. Je fais remarquer aux participants que je vous ai partagé dans le chat un questionnaire en ligne à remplir pour nous permettre de nous améliorer sur ce printemps. Donc maintenant, on va passer aux questions. Donc, on va procéder comme ceci. Si vous avez un micro, vous me dites dans le chat que vous avez une question et j'active votre micro. Si vous n'avez pas de micro, vous posez la question sur le chat et moi, je la retransmets à Madame Bolland-Barrot qui vous répondra en live. Si je peux lire le chat, moi. Oui, on a déjà une question là de Anne, donc si vous pouvez la lire. Alors, quels sont les lieux où se trouvent les officialités, la cité seulement? Alors, c'est une question affreusement compliquée. Alors, oui, en fait, dans la cité épiscopale et généralement dans le palais épiscopal, en fait. Très généralement, c'est dans le palais épiscopal. Alors, on ne peut pas toujours les localiser, en fait. Mais quand on les localise, c'est une salle du palais épiscopal, en fait, très généralement. Après, certains évêques ont des officialités délocalisées. C'est-à-dire qu'ils vont, notamment, pour qu'on puisse y accéder plus facilement, ils vont créer une antenne de l'officialité, en fait. Ça, effectivement, ça arrive. Mais généralement, c'est dans la cité. Et généralement, un palais de l'évêque.
il y a une autre question sur le chat. Alors, il y a Anne qui dit et il Alors, y a un seul officiel. je vais d'abord répondre à Anne. Alors, il y a normalement un official diocésain. Alors, il y a quelques exceptions comme Reims où il y en a deux. Ils jugent toujours, qui jugent soit séparément, soit ensemble. Mais voilà, normalement, c'est un official. Quand il y a une officialité, quand il y a une antenne, comme j'ai évoqué, alors ce qu'on appelle une officialité foraine, en fait, on appelle ça une officialité foraine. En fait, il y a dans ces cas-là un deuxième official qui est basé là-haut. C'est le cas alors dans le diocèse de Tournai, il y a un official forain à Bruxelles, par exemple. Ça, c'est qui est assez connu. Dans le diocèse, je vais vous dire une bêtise, d'Auxerre, il y a un official à Saint-Julien-du-Sault. La même chose avec un official forain. Voilà. Donc ça arrive effectivement. Après, normalement, il n'y a qu'un official par officialité, donc sauf exception Reims, et très généralement, il n'y a qu'un official par diocèse. Il y a des exceptions, mais généralement, la norme, c'est ça. Alors, la deuxième question qui était avant celle de Stéphanie. Alors, dans le cas des amendes, oui, la situation économique est prise en compte. Oui, alors, c'est compliqué à mesurer parce qu'on n'a généralement pas beaucoup d'éléments sur le niveau social de l'official. Sur le niveau social du justiciable, pardon, mais on a régulièrement des mentions que l'amende est de temps parce qu'ils sont pauvres. Voilà, on a souvent ça. Bon, enfin souvent. J'exagère, pas souvent. Mais on a régulièrement cette mention-là. Et d'autre part, de fait, les amendes sont pas les mêmes. Peuvent être très variables par type de délit. Et une des explications qu'on a, c'est la prise en compte du niveau social. C'est voilà. Ça, c'était pour Guillemette. Stéphanie. Alors, les amendes anciennes, est-ce que c'est plus fort symboliquement que les amendes pécuniaires? Alors, en fait, c'est plutôt moins fort. C'est plutôt moins fort. C'est pas tellement que c'est moins fort, en fait. C'est que ça n'a pas le même sens, à mon avis. Alors, c'est moins lourd. Parce que parce que alors, on connaît le prix du livre de cire. On peut faire et donc, globalement, l'amende pécuniaire la plus faible que moi j'ai jamais vue, c'est 5 sous tournois. Et l'amende en cire la moins chère que j'ai vue, c'est 2 sous et demi. Donc, globalement, on a généralement, en termes de prix, en termes de coût, des amendes en cire qui sont moins importantes que les amendes pécuniaires. Mais, par contre, l'amende en cire est plus directement compréhensible en termes de péché, en fait. C'est-à-dire qu'elle est vraiment très liée à la pénitence. Elle fait partie de ces interfaces, en fait, entre la question judiciaire et pénitentielle. Et donc, j'ai tendance à penser, mais c'est compliqué parce que les sources sont très laconiques. J'ai tendance à penser que elles ont une dimension de correction plus forte en fait que l'amende pécuniaire. L'amende pécuniaire passe plus pour une sanction et l'amende en cire comme un moyen de se réconcilier avec, en l'occurrence Dieu et l'Église. Voilà. Et ce qui est visible, là encore pour certains délits, c'est qu'on voit bien que quand ils apparaissent comme sanctionnés chronologiquement, ils sont sanctionnés d'abord par une amende en cire et ils viennent sanctionnés par des amendes pécuniaires après, en fait. Comme si, une fois pleinement criminalisés, ils passaient dans le champ de l'amende pécuniaire. Voilà, c'est Alors, ta question sur la récidive, Stéphanie, en fait, moi, depuis que je travaille sur les officialités, je suis frappé par le fait qu'on a en fait très peu de récidivistes. On a très peu de récidivistes. On en a. Hein. On a des personnages qui sont extrêmement hauts en couleur, qui sont jugés pour 10 choses différentes en 3 ans. Enfin, c'est voilà, dans des prêtres qui font voilà. Mais globalement, notamment ce principe d'une peine légère et d'une menace lourde a l'air plutôt de bien fonctionner. En fait.
a l'air plutôt de bien fonctionner parce qu'ils ne viennent pas. Alors, il y a évidemment des exceptions. Il y a des exceptions toujours. Voilà, il y a un prêtre que je cite toujours et que j'aime bien, qui s'appelle Pierre Houdin. Pierre Houdin, il est jugé parce qu'il a une concubine. Il est jugé 1 an après parce qu'il est toujours là quand même, parce qu'il ne l'a pas quitté. Il est jugé parce qu'il a frappé un fidèle. Il est jugé parce qu'il va à la taverne. Il est jugé. Et finalement, il a la lèpre en fait. Ce monsieur, il a la lèpre. Et il est jugé parce qu'il ne veut pas aller à la léproserie. Voilà. Donc celui-là, c'est un peu l'exception, c'est un peu le cas. Voilà. Mais généralement, ils ne viennent pas en fait. Ils ne viennent pas en fait. Donc globalement, on a plutôt l'impression que le système pénal ne fonctionne pas si mal que ça. Il y a des exceptions, il y a des cas où ça ne marche pas, mais c'est plutôt pas la norme. Malika, pourquoi le pèlerinage et faire la messe sont considérés comme peine? Ah là là. Alors, c'est là où, alors voilà, comme j'étais trop bavarde, j'ai pas pu m'attarder là-dessus, alors que c'était une des choses que je voulais vous expliquer, donc je vais le faire maintenant. De fait, en fait, excusez-moi. De fait, en droit canonique, les officialités prononcent ce que le droit canonique appelle des pénitences salutaires. C'est-à-dire que le but de la sanction est toujours de permettre au criminel, qui est d'abord un pécheur, de prendre conscience de son péché et de se réconcilier avec l'Église et avec Dieu. Alors, dans le champ judiciaire où on est, puisqu'on est dans le champ judiciaire, en fait, la majorité des peines ont une dimension pénale qui est très visible. Mais il y a effectivement ces exceptions que sont le pèlerinage et le fait d'utiliser la messe. Alors, c'est extrêmement rare. Hein, c'est extrêmement rare qu'on soit condamné à prononcer des messes. C'est vraiment pas la norme. Et c'est souvent pour des petites déviations de la norme cléricale. Ça va être le prêtre ivrogne, un prêtre ivrogne, par exemple, ce type de choses. Ou pour les fidèles qui travaillent les jours chômés. On est vraiment à la limite entre le péché et le crime. C'est-à-dire que voilà, et c'est là qu'on voit que l'official, il a beau être un juge, il ne quitte jamais, il ne perd jamais de vue son rôle, qui est fondamentalement de faciliter la pénitence. Mais effectivement, ce qui nous paraît à nous très paradoxal, c'est qu'on voit apparaître, c'est d'ailleurs cela très pénitentiel, dans un geste de justice. Alors, c'est encore plus flagrant en Angleterre. C'est encore plus flagrant en Angleterre, où en fait, les officialités anglaises utilisent extrêmement peu l'amende pécuniaire, par exemple. C'est extrêmement rare, mais utilisent beaucoup la pénitence publique. Avec une distinction voilà, du coup entre peine et pénitence qui est effectivement pas du tout évidente. Alors le pèlerinage, c'est un peu différent. Le pèlerinage, c'est un peu différent parce que de fait, même par les justices temporelles, le pèlerinage est utilisé comme une sanction. Alors aussi parce qu'il faut penser à ce que je disais sur le fait que le juge prononce sa peine en ayant Dieu devant les yeux. Même en justice temporelle, la justice a deux buts, c'est assurer la paix sociale et permettre aux délinquants de prendre conscience de sa faute. Donc le pèlerinage est vu de manière générale par les médiévaux comme un moyen possible, effectivement, de réparer une faute. Il est notamment utilisé dans les affaires de diffamation. Par l'officialité de Cambrai, par exemple, qui l'utilise beaucoup pour ça, et avec un intérêt, c'est que pendant un temps, il éloigne le délinquant des victimes. Et en fait, les historiens qui ont travaillé sur le pèlerinage judiciaire disent, mais en fait, un des buts, c'est de permettre à la famille du coupable de négocier la paix avec la famille de la victime. Et en même temps, c'est une démarche pieuse, donc on a le fameux retour sur soi, etc. Voilà. Mais c'est vrai que une des choses que je voulais montrer, c'est exactement ce que vous pointez, à savoir que, alors que tout le discours juridique, tout le discours théorique droit canonique distingue
le péché du crime. En pratique, les officialités, même fin 15e siècle, restent des instances pénitentielles, avec toute une série de nuances évidemment, mais l'enjeu derrière, c'est toujours de corriger le pécheur. Est-ce que j'en ai loupé des questions? Très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions à poser à Madame Bolland-Barrot? N'hésitez pas, c'est le moment. C'est le moment. Bon, je crois que c'est tout bon. Merci, Madame Bolland-Barrot, pour cette conférence. Merci aux participants pour leurs questions et pour leur attention. Je vous remets dans le chat le formulaire à remplir pour les participants. Donc, on se donne rendez-vous demain, jeudi 4 juin à 18 h, pour une table ronde autour de 3 auteurs de bande dessinée qui vont nous proposer de réfléchir sur la manière de représenter l'histoire en bande dessinée. Donc, merci encore à Madame Bolland-Barrot, merci à tous et passez une très très bonne soirée. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup à vous. Merci.